Merci beaucoup Françoise. Donc comme tu m'as demandé, je vais d'abord commencer par un petit cadrage parce que en faisant des recherches pour préparer l'animation de la table ronde, je me suis rendu compte que dans la prévention, il y avait deux enjeux aujourd'hui, peut-être trois même. Il y a un enjeu de définition, il y a un enjeu d'évaluation, puis un enjeu de budget. Mais déjà, je voulais simplement revenir sur la définition pour être sûr qu'on parle de la même chose, ou en tout cas qu'on ait les éléments nécessaires pour débattre. La première, c'est la définition de l'OMS que vous connaissez probablement tous, mais je la rappelle, il y a trois niveaux. La primaire, c'est les actes destinés à diminuer l'incidence de la maladie. La prévention secondaire, qu'on résume beaucoup aujourd'hui au dépistage, mais c'est c'est l'ensemble des actes qui sont destinés à diminuer la prévalence de la maladie, c'est-à-dire aussi de réduire son évolution, et la prévention tertiaire qui est de diminuer le risque de récidive. On a également une définition qui est présente dans notre droit, qui a été introduite en 2002. Il y a une loi en 2002 que vous connaissez probablement tous sur le droit des malades et la qualité du système de santé. Cette loi était quand même une petite révolution. On en a discuté un petit peu hier. Elle est intervenue parce qu'il y avait eu une mobilisation de la société civile, des associations, des malades, qui a fait réagir les pouvoirs publics. Et elle a introduit notamment la définition de la prévention dans le Code de la santé publique avec le but de la prévention qui est d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie. Alors en 2002, on a eu un certain nombre de rapports qui ont mené à la loi en question, avec cette phrase qui revenait souvent, qui était l'idée selon laquelle la prévention est le parent pauvre de la santé. Et en 2012, on a eu un colloque au Conseil économique et social et environnemental où le point de départ, c'était le désengagement ou désinvestissement de la France pour une politique nationale de prévention. Donc on a un peu l'impression qu'en 10 ans, on n'a pas beaucoup bougé malgré la loi de 2002. Alors il y a trois écueils apparemment. Il y a la formation médicale. Les médecins ne seraient pas formés ni à la prévention ni à l'épidémiologie. Il y a aussi finalement les usagers, c'est quand même un peu de la faute des usagers, parce que ils suivent pas finalement tous les efforts qui ont été menés jusqu'à présent. Et on a aussi l'idée selon laquelle l'usager est déresponsabilisé par le système de sécurité sociale. Alors ça, c'est peut-être un moyen aussi d'essayer de faire évoluer le système de protection sociale, mais c'est en tout cas les réflexions qui ont été menées ce jour-là, avec un troisième écueil, la culture cartésienne en France. Alors il y a quand même quelques propositions qui ont été mises en avant, je vous les donne comme élément de réflexion. D'abord, c'est de réduire le risque en adoptant des politiques désincitatives. On en discutait avec le docteur Grosso tout à l'heure, c'est l'idée de la répression. Il y a quelqu'un qui a proposé d'augmenter encore un peu les impôts dans le domaine. Mais peut-être que ça ne suffit pas. Alors il y a d'autres idées. Il y a coordonner les acteurs de la prévention. Il y a insister sur l'éducation. Et puis changer potentiellement les modes de rémunération des médecins. Donc c'est notamment les médecins généralistes, faire en sorte qu'ils aient des résultats par rapport à la prévention. Je vous donne vraiment en résumé les grandes lignes des actes de ce colloque. Je voudrais simplement ajouter à ces différents éléments d'autres définitions possibles. Et notamment, je voulais parler des travaux du docteur Gernez, que vous connaissez peut-être, mais qui sont un peu tombés dans l'oubli. Il avait beaucoup travaillé dans les années 70 sur le fait que le cancer est une maladie qui naît 8 ans avant qu'on ne la découvre. Et il proposait, lui, une prévention qu'il appelle active, bien en amont,
avec la difficulté toujours de son évaluation qui repose sur de l'alimentation, on en a parlé hier, sur l'activité physique, sur évidemment la prévention des risques environnementaux en particulier, mais aussi il proposait lui une politique du jeûne chaque année, considérant que le jeûne permettait de jouer sur les cellules cancéreuses avant même que le cancer ne soit décelé. C'est des travaux qui aujourd'hui n'ont pas été remis en cause, mais qu'on a un petit peu oubliés. Et c'est une définition un peu différente évidemment de ce qui est mis en avant aujourd'hui. Voilà le petit tour des éléments qui existent sur la prévention aujourd'hui, sachant qu'évidemment le dernier élément c'est le budget qui a très peu évolué ces dernières années. Je vous propose, Nancy, peut-être de commencer par la présentation de vos activités, sachant que voilà, l'idée c'est que chacun puisse présenter pendant 5 minutes un peu ses actions dans le domaine de la prévention et qu'après on lance un peu un débat, une discussion. Allez-y. Bonjour à tous. Donc je travaille à la direction de l'action scientifique de la Fondation ARC pour la recherche sur le cancer. Comme c'est une association qui est un petit peu différente peut-être des vôtres dans la salle, je vais juste vous dire brièvement quelles sont nos actions. Donc on a deux objectifs principaux, enfin, deux missions. La première, c'est de lutter contre le cancer par le financement de la recherche. Et le deuxième, c'est d'informer le grand public des avancées majeures en termes de recherche. Et en fait, l'année dernière, à l'automne 2012, on a lancé une grande... C'est à cause de moi que... Non ? Je recule, je... C'est peut-être pas bon. Enfin, si vous m'entendez bien... Ah, c'est bien. Avec le micro. Vous me dites si ça siffle. Donc, à l'automne 2012, on a lancé une grande consultation... Donc on a lancé une grande consultation nationale, on a fait à la fois des tables rondes avec des chercheurs, on a consulté le grand public, les médecins, les patients, et puis on a lancé une enquête Ipsos qui a confirmé ce que nous venons d'entendre. Effectivement, 7 Français sur 10 ne font rien pour diminuer leur risque de développer un cancer, et tout ça vient d'une raison très simple, c'est que environ 74% d'entre eux estiment que quoi qu'ils fassent, de toute façon, ils ne contrôlent pas tous ces facteurs de risque. Et d'ailleurs, plus de la moitié des Français disent même qu'ils estiment que même s'ils avaient des comportements qui permettraient de réduire leur risque de développer un cancer, ils développeraient quand même de toute manière un cancer. Donc il y a une sorte de fatalisme comme ça qui est assez inquiétante. Et donc, la Fondation ARC a décidé de mener un grand programme de soutien à la recherche en prévention et également un grand programme de rappeler au grand public les chiffres et les informations concrètes qu'on a sur les risques de cancer et ce qu'on peut faire en termes de prévention pour essayer d'essayer justement de venir contre cette espèce de fatalisme qu'ils expriment. On pourra en discuter plus tard si vous le voulez. Je vais juste vous dire rapidement les actions principales en termes de soutien de la recherche en prévention, puisqu'on parlait également de moyens, mais peut-être pas au même niveau. La Fondation va engager 15 millions d'euros sur les 3 prochaines années pour soutenir des actions. Donc quand je parle d'actions, c'est surtout des projets de recherche en prévention. On part de plus en plus sur des projets de recherche, donc à la fois de la recherche fondamentale, mais également des recherches terrain interventionnelles, de la recherche action, donc qui, dans plusieurs cas, font intervenir les acteurs terrain qui sont déjà aux côtés des populations. On a 3 volets principaux dans notre action. Le premier, c'est d'essayer de mieux comprendre le risque spécifique, d'essayer d'identifier des populations qui seraient à risque particulièrement élevé de développer certains types de cancers. Et donc essayer d'agir auprès de ces populations-là en particulier. Le deuxième volet, c'est un volet qu'on mène en collaboration avec l'INCa et l'IRESP notamment, qui concerne tout ce qui est risques comportementaux, donc les déterminants individuels et collectifs, et comment est-ce qu'on pourrait modifier pour avoir un impact positif les comportements individuels et collectifs. Et le troisième volet,
c'est de la prévention de tout ce qui est cancers environnementaux. On a un historique fort à la Fondation de tout ce qui est environnement professionnel et cancer. Donc depuis les années 2000, en fait, on finance tout ce qui est risque dans l'environnement professionnel. Et là, on va essayer de s'ouvrir un petit peu plus. En 2014, on va lancer une action pour soutenir des projets qui concernent cancer et environnement au sens large. Donc voilà, je reviendrai peut-être sur les points au fur et à mesure de la discussion. Ok, mais continuons avec Émilie Delbès. Oui, alors bonjour à tous. Donc voilà, moi je peux dire que dans la continuité de ce qui vient d'être dit, moi je me considère comme un acteur de terrain. Voilà, donc on est une association qui travaille sur quatre grands pôles thématiques. Moi je suis dans le pôle produits chimiques et santé. Et le cancer fait partie des mots qui circulent, qu'on utilise parce qu'ils font partie, voilà, pour nous c'est le bout de la chaîne des expositions aux polluants de l'environnement. Donc voilà, nous on travaille sur les facteurs environnementaux et on s'est attaché à développer dès l'ouverture de l'antenne française de l'ONG un programme de sensibilisation à l'attention du grand public bien entendu, mais aussi des professionnels. Notre premier cœur de cible, ça a été les femmes enceintes et les parents de jeunes enfants, toutes les personnes amenées à s'occuper de jeunes enfants pour limiter l'exposition de ces très jeunes enfants à la base. Donc là, c'est de la prévention super primaire, c'est de la prévention vraiment maternelle, mais on est absolument persuadé que c'est par là que les progrès vont vraiment arriver. Donc vous parliez également, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit sur les populations à risque. Donc nous on s'inscrit vraiment dans les recommandations et au niveau des préconisations par exemple de Rio + 20 ou des PNSE locaux, c'est-à-dire qu'on essaie de réduire les inégalités environnementales. Donc on a développé ce premier projet qui s'appelle Nesting, donc qui veut dire faire son nid en anglais, et qui voulait préserver l'environnement intérieur du très jeune enfant. On a développé en 2012 une action, un programme pilote sur les populations issues d'immigration et en insertion sociale. Donc ça a été la rencontre en fait d'un appel à projet de la région, et puis notre bilan des actions menées, c'est-à-dire que les animateurs d'ateliers nesting, les participants souhaitaient aller vers des ateliers plus thématiques, où on puisse prendre plus de temps justement pour travailler sur comme on a fait hier, sur des cosmétiques, mais en prenant ce temps-là. Et puis parallèlement, donc, cet appel à projet de la région qui cible les populations peu, ou en tout cas a priori pas sensibilisées à toutes ces petites pratiques du quotidien qui vont limiter les expositions. Donc on a développé ce programme Ma Maison, Ma Santé, et avec vraiment beaucoup de succès, beaucoup de retours positifs, des a priori qui tombent sur des gens, on se dit ils connaissent rien, ils savent pas. Et en fait non, c'est pas vrai, tout le monde sait déjà un tas de choses. Le tout est de donner de la cohérence, du sens à tout ça, et de bien faire prendre conscience aux gens tout doucement qu'il y a une globalité, voilà, et qu'en s'attaquant à une petite exposition, ça va donner envie de s'attaquer à une autre, et c'est un petit cheminement comme ça. Donc nous, notre objectif fort et notre fil conducteur, c'est le changement de comportement. Hein. Donc on travaille là-dessus, et on ne s'est pas arrêté à l'idée de juste vouloir, on observe la réalité, l'efficacité de nos actions. Donc en 2012, on a mené une enquête d'impact des ateliers. Donc pas sur les niveaux forcément qui venaient de surgir, mais sur les ateliers nesting. Et donc on a pu repérer quel était notre type de public dans ces ateliers, et sur quel champ d'action en fait on avait une réelle efficacité, sur quelle thématique on voyait vraiment. Alors j'ai plein de slides sur ce travail. Donc je ne sais pas si on aura le temps ou pas. Enfin, voilà. Si ça vous intéresse, en tout cas, c'est là. Est-ce que dans ces cas-là, on pourra les faire passer, si tu me donnes... Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait... On pourra tout lancer ça. Oui. Hein, là, on est vraiment sur l'étude d'impact de nos ateliers sur le changement de comportement. Donc déjà, on a commencé à étudier qui étaient nos participants.
Donc on a pu vraiment bon, bah, ça on l'avait déjà constaté, mais c'était un public majoritairement féminin en lien avec la petite enfance. Donc on a pu observer des choses pour lesquelles par contre on a été plutôt surprise. Étant donné que ce sont des ateliers qui durent quand même 2 heures, 2 heures et demie, c'est bon, on a proposé ça à des horaires très différents en fonction des animateurs et des régions. Mais dans l'ensemble, on a été assez surpris de se rendre compte que finalement il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à temps partiel, mais aussi à temps plein, et que finalement les femmes au foyer, c'était que 27% de notre public. Donc ça, c'était plutôt rassurant, parce qu'on s'est dit finalement ça intéresse tout le monde, et tout le monde se donne la peine d'aller se renseigner, même avec des emplois du temps bien chargés. Bon, ce qui ne veut pas dire que les femmes au foyer n'ont pas des emplois du temps chargés. Hein. Voilà, donc leur motivation principale, c'est préserver leur santé et celle de leur famille, à 80% dans les réponses. Et puis, la préservation de l'environnement arrive en seconde position, avec 20% de motivation. Donc quand même, l'élément santé est quand même très très prépondérant, et il faut le noter. Et donc, on s'est attaché à observer quel était notre lieu d'action sur l'échelle du changement de comportement. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu ou connaissez cette espèce de grande flèche qui est le modèle de Prochaska et Clemens sur le processus du changement de comportement. Donc avec des phases bien distinctes qu'il a nommées, hein, donc la précontemplation, la contemplation, la préparation, l'action, le maintien. Donc on se met en mouvement, mais on maintient l'effort, on s'installe là-dedans, et la terminaison, c'est-à-dire le moment où il n'y a plus de notion d'effort, c'est devenu complètement naturel, on a totalement intégré les nouvelles habitudes. Donc ça, c'est notre objectif, bien entendu, c'est d'arriver à accompagner les gens dans ce processus. Et nous, avec évidemment l'action en point de mire, l'idée c'est que les gens s'informent, mais à un moment ils passent à l'action. Donc on a donc observé à travers les questionnaires et l'étude que nous on intervenait dans une frange de public qui avait déjà quand même passé ces étapes de la précontemplation et de la contemplation, qui est souvent amenée par l'information médiatique, tout ce qu'on peut entendre à travers les journaux, les événements autour d'accidents, toxicologie, l'environnement, tout ça. Donc il y a cette préparation qui se fait au niveau des médias. Oui, hein, c'est une première approche. Et puis nous, finalement, nos publics, ils sont vraiment sur cette étape de la préparation à l'action. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés en demande. Voilà, c'est comme ça qu'on les a appelés. Et puis, on a un autre type de public bien déterminé, c'est les convaincus à conforter. Et on s'est rendu compte que c'était très important d'avoir repéré ces deux types de publics, parce qu'on s'est rendu compte aussi que l'échange entre ces deux types de publics était très constructif. Et que les convaincus à conforter allaient faire avancer ceux qui étaient intéressés en demande. Mais attention aussi, les convaincus à conforter, on se dirait, à première vue, on se dit, ils sont déjà convaincus, c'est peut-être pas la peine d'en remettre une couche, mais en fait, ces gens-là ont besoin d'être soutenus. Et comme c'est souvent des gens qui sont des pionniers, qui vont diffuser de l'information, qui vont être eux aussi des vecteurs de sensibilisation, c'est important de ne pas les laisser tomber, de les aider, parce que ce qu'ils viennent chercher dans l'atelier, c'est pas forcément de l'information de base, parce qu'ils l'ont déjà, mais c'est du soutien. C'est, je suis pas tout seul dans mon coin à faire des choses, je suis pas un illuminé, il y a des gens qui pensent comme moi, je suis pas toute seule, quoi. Voilà. Et ça, c'est très important, parce que ça va être des gens qui vont, quand ils vont être renforcés dans leur pratique, dans leurs croyances, etc., vont être force de diffusion et de proposition pour leur entourage et pour des gens qui, eux, sont encore en phase de contemplation ou pas encore passés à l'action. Donc ça, c'était vraiment un point important. Vous avez une idée du nombre de personnes que vous avez touchées par ces formations ? Alors, j'ai un gros problème avec les chiffres, pour être parfaitement honnête. Donc, en fait, par année... Puis en plus, il y a plusieurs niveaux de sensibilisation. Parce que quand on va donner un document comme les mini-guides, on va le poser dans un endroit, puis quelqu'un va le prendre et le voir. Ça, c'est un impact quasi zéro pour moi. Il y a le contact de quelqu'un qui a participé à un atelier et qui va en parler. Donc là, déjà, on augmente un petit peu de...
Et puis, il y a les gens qui participent à un atelier. Donc là, pour moi, c'est de la sensibilisation participative, active. Donc on est vraiment dans un contact humain, il y a un échange, il y a une motivation qui est au-delà de la simple transmission d'informations. Donc là, déjà, on optimise encore notre chance d'arriver à initier un changement de comportement. Donc chaque année, on fait entre 100 et 150 ateliers en France. Chaque personne qui a participé, vu les résultats en termes de satisfaction, on est à plus de 80% de satisfaction à la sortie des ateliers, on se dit que bon, ça va certainement semer des graines dans l'entourage. Donc voilà, on peut multiplier. Je ne prononcerai pas de chiffres pour ne pas être ni trop ambitieuse, mais je pense qu'on a un réel impact et on commence vraiment à être reconnu pour cette approche très participative de l'information, de la sensibilisation. Et je pense que cette étude qu'on a menée intéresse beaucoup de monde. J'en parlais avec Régine Boutret qui était là l'année dernière à l'ANSES il y a 2 semaines et elle m'a dit « Ah mais c'est super intéressant, donnez-nous vite tous ces résultats parce que clairement ça va permettre de savoir comment est-ce qu'on doit orienter notre forme d'information pour toucher tel ou tel public. Il n'y a pas un public, il y a des publics et on doit malheureusement faire cet effort de s'adapter à chaque public. C'est ce qu'on a fait avec Ma Maison, Ma Santé, en essayant de réduire encore les informations, les messages, en rendant le moyen de parler, de communiquer beaucoup plus ludique. Voilà, donc l'année dernière, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir venir avec justement un peu de cet aspect-là. Hier, on a fait 2 ateliers. Alors voilà, vous pourrez me redonner un petit peu vos impressions, qu'est-ce qui manquerait, qu'est-ce qu'il faudrait faire plus, mieux, moins, enfin bon, voilà. On est toujours en phase de construction et d'expérimentation. Chez WECF, c'est comme ça. On co-construit nos programmes parce qu'on se nourrit des résultats de terrain. Voilà. Tout le temps, on remet à jour. On se dit, bon, voilà, on a essayé cet outil-là, ça ne marche pas bien. Ce questionnaire d'évaluation, il n'est pas adapté à ces publics qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande. Et ça, c'est de la découverte. Alors, quand on peut s'appuyer sur des professionnels en fait, qui connaissent bien ces publics-là, c'est plus facile parce qu'ils vont nous éclairer, nous faire avancer plus vite. Mais des fois, voilà, on fait l'expérience. Et c'est vrai que sur l'évaluation, qui est vraiment un sujet clé, premiers ateliers que j'ai fait, je me suis dit, ce questionnaire d'évaluation qui a été fait par notre consultante n'est pas du tout adapté, ça ne marche pas. Voilà, donc on modifie. Est-ce qu'il faut que je te le dise? Non, c'est... tu peux continuer longtemps parce que c'est très passionnant, mais... Non, voilà. Je propose qu'on finisse le tour et puis on rebondira dessus. Peut-être qu'au niveau de la Ligue, vous avez des réactions par rapport à ces Je remercie François d'ailleurs de m'avoir invité. Moi, je suis président de la Ligue départementale et par suite, j'appartiens à 103 comités. Je fais partie des 103 comités qui constituent la Ligue nationale. Et bien sûr, nous avons des missions au niveau de la Ligue nationale qui sont essentiellement la recherche, qui sont également l'aide aux malades et à leurs proches, et la prévention. Les 3 chapitres sont importants, mais la Ligue nationale laisse à chacun des comités le soin de répartir les dons qui sont apportés en fonction un peu des desiderata de chacun. Si je suis ici pour parler de la prévention dans le Morbihan, je dirais que je ne suis pas le seul à la pratiquer. Et s'il faut d'abord être convaincu, et s'il y a un convaincu sur la prévention, c'est moi, il faut savoir que, si vous voulez, ici, on fait 20% de nos dépôts, notre budget part en prévention mais nous sommes des gens de terrain, beaucoup plus. C'est-à-dire on bénéficie des chercheurs, du travail de l'ARC, du travail de notre équipe précédente. On bénéficie, on passe plus au niveau du terrain parce que je crois qu'il est important d'essaimer de la bonne parole, je dirais pas de prêcher, mais d'essaimer cette bonne parole. On a pour ce faire une salariée à temps plein qui va donc travailler dans les lycées, les collèges, à tous les âges, de telle façon que l'information passe, ou du moins une information
on a parlé d'évaluation, il est certain que c'est la question que je lui ai posée au tout début aussi. Comment tu évalues ton travail? En fin de compte, je pense que c'est un investissement, et comme tout investissement, c'est à terme où on pourra s'en rendre compte. Néanmoins, il faut le faire. Il y a des comités qui ne font pas de prévention. Je pense que c'est un petit peu dommageable. Quand on voit un petit peu les causes, et qu'on connaît un peu les causes, qu'elles soient externes ou internes, à la fréquence et au développement du cancer, je pense qu'il était indispensable de faire de la prévention. Il ne peut pas en être autrement, sinon je crois qu'on passerait à côté de la finalité de nos missions. Donc c'est quelqu'un du terrain qui vous parle, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est pas notre principale activité. Moi j'ai également une autre activité que je mets en premier, la recherche, bien entendu, on est plusieurs à participer, mais je pense que l'aide aux malades. Et quand on parlait du problème sociétal, je dirais, il faut toucher ces gens-là. Et quand on parle un peu de prévention à des gens qui sont dans des situations de précarité, et qu'on vient leur dire, écoutez, non, vous ne devriez pas fumer, enfin, entre guillemets, vous m'embêtez, j'ai autre chose comme souci de faire mon moi que de me dire actuellement un cancer hypothétique qui ne me reviendra peut-être jamais. Donc c'est un langage qui est difficile à faire passer, on n'est pas toujours très bien entendu, et on le conçoit. Donc le cancer est quand même un gros problème sociétal actuellement en France. Il convient d'une part de le dédramatiser, puisqu'on sait qu'on en guérit quand même plus de 50%, et que cette prévention, c'est du long terme. Alors, en améliorant peut-être les conditions de chacun, je pense qu'on arrivera, et dans les phénomènes sociétaux, on s'aperçoit également que les gens ont encore plus de facilité, se font dépister, et l'aide que nous apportons, nous, par exemple aux ADEC, ici à Vannes, à la DECAM, eh bien, on n'est pas chargé du dépistage. On les aide, c'est-à-dire on fait de l'information sur le terrain et on conseille aux gens, quand on voit par l'intermédiaire des bénévoles et autres, eh bien, de rassurer les gens et de dire que c'est pas parce qu'on sait faire une mammographie qu'on a un cancer du sein, mais par contre, si on peut le dépister tôt, on a de meilleurs résultats. Donc c'est un homme de terrain qui vous parle, hein, c'est pas un scientifique, j'étais chirurgien, praticien, on a l'habitude de couper dans le vif et puis que les choses soient bien carrées. Néanmoins, je pense que cet élan qui va vers cette prévention nécessaire, on ne touche pas le résultat immédiat, mais j'espère qu'on l'aura à terme. Jean-Marc, une réaction par rapport à tout ce qui a été dit depuis la présentation de la Camille? Non, une réaction, on en avait parlé hier plusieurs fois. La notion de prévention, c'est un sujet complexe en France parce que ce n'est pas institutionnalisé, et en tout cas, ce n'est pas dans les mœurs. Le système des soins reste encore très curatif, et que c'est vrai que si on revient sur le domaine du sport, qui est celui qui m'occupe, on est dans une période depuis l'arrivée de Madame Fournéron au ministère des Sports, où elle a voulu faire une promotion du sport pour la santé, et elle veut faire de l'activité physique et sportive un enjeu de bonne santé. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a eu une collaboration, une convention qui a été passée entre le ministère de la Santé et le ministère des Sports pour voir comment justement le sport peut intervenir dans le domaine de la santé et favoriser les actions de bonne santé. La conséquence de ça, c'est que le ministère de la Santé a refilé le bébé au ministère des Sports, et que le budget du ministère des Sports s'est vu amputé de 5% de réduction, sachant que la priorité du ministère des Sports, c'est la lutte contre le dopage, c'est la prévention, enfin le sport de haut niveau, et les activités physiques pour tous, c'est-à-dire le développement de l'activité physique et sportive en France. Donc il y a les bonnes paroles, et puis il y a la manière dont la réalité va se mettre en place au niveau de l'action. Alors, juste pour faire un point sur la Camille, mais bon, c'est vrai qu'en étant du collectif K, ça fait redondant de se présenter à chaque fois, mais l'idée c'est donc c'est une association qu'on a créée il y a plus de 13 ans avec un cancérologue qui s'appelle Thierry Bouillet, et en fait les notions de prévention sont toujours en filigrane dans notre parcours. En fait, on a 4 grandes missions, qui est de prendre en charge des personnes qui sont touchées par un cancer et de les accompagner dans une activité physique et sportive, et avec une idée assez claire qui est de dire on accueille des gens dans le cadre d'un parcours de soins, et on va les amener à faire en sorte que l'activité physique et sportive devienne un parcours de vie.
parce que justement la notion de prévention, c'est quelque chose qui en fait reste présent tout au long du parcours. On a des essais cliniques aujourd'hui qui viennent montrer l'incidence, les bénéfices de l'activité physique et sportive, à la fois pendant les traitements, sur les effets secondaires des traitements et la manière de mieux vivre son traitement, d'avoir une meilleure observance du traitement, de diminuer le taux de toxicité, de diminuer la fatigue, des effets secondaires assez lourds. Et puis on a la prévention tertiaire qui arrive, où on a des essais cliniques qui viennent montrer que le risque de rechute peut être diminué par une activité physique et sportive. Et donc la question que nous on s'est posée il y a longtemps avec Thierry, c'est comment on arrive à amener des gens qui sont malades dans une activité physique et sportive, comment on sécurise une pratique tout en gardant les critères nécessaires pour la rendre efficiente sur le plan physique et non pas sur le plan psychologique, et comment une fois qu'ils ont terminé leur parcours de soins, ils ont envie de continuer cette activité physique pour que ça devienne un élément de prévention tertiaire. Puis l'autre nouvelle, c'est que quand ils sont guéris, en fait, ils re-rentrent dans le cadre de la prévention primaire. Et la prévention primaire est aussi importante en activité physique, puisqu'il y a également des essais cliniques qui montrent que pour diminuer votre incidence de développer un cancer, il faut pratiquer une activité physique et sportive. Donc tout ça se mélange en fait dans un parcours. Donc nos missions, c'est de s'occuper des patients, quelle que soit la pathologie, le type de cancer, les effets secondaires, les traitements, etc. etc. C'est aussi de former les gens qui vont s'en occuper, pour s'assurer, et ça rejoint toute la discussion qu'on a eu hier sur la nécessité d'une formation pour avoir à la fois une reconnaissance, une expertise et une crédibilité. La prévention primaire, elle existe beaucoup dans l'information, c'est-à-dire venant du monde du sport, on essaye de faire en sorte que le monde du sport comprenne l'intérêt qu'il a à participer à cet élan et qui vient se heurter, pour reprendre, avec des sondages qui sont juste hallucinants. Dans une situation de crise, pour vous donner un exemple, le premier poste budgétaire qui est supprimé dans une famille, c'est l'activité physique et sportive. Voilà. Donc on va retrouver, en fait, à chaque fois qu'il va y avoir des problèmes, on va retrouver des éléments où chaque fois les éléments de bonne santé ou les enjeux de bonne santé seront supprimés pour des raisons budgétaires. Enfin voilà, donc l'argent reste un souci dans la mise en place d'une activité physique et sportive, sachant qu'en France on a un vrai problème parce qu'il y a l'éducation physique et sportive et il y a les activités physiques et sportives. Et qu'en fait, le plus grand malheur qui est arrivé à l'activité physique et sportive en France, c'est qu'on ait séparé ces deux mondes et que l'école ait pris en charge une partie de l'activité physique sur de l'éducation et qu'elle ait laissé au ministère des Sports le champ de l'activité. Et en fait, ces deux mondes ne se parlent jamais, ne se rencontrent jamais et en fait n'échangent jamais, ce qui fait que voilà, il y a une très mauvaise manière de gérer l'organisation de l'activité physique et sportive en France. Et là, on est vraiment dans la prévention primaire. Et puis, donc voilà. Et donc, aujourd'hui, ce que l'on sait, juste pour finir sur la prévention, c'est que on a tous les éléments scientifiques qui viennent prouver l'intérêt de mettre en place des vrais programmes d'activité physique et sportive. Et ça s'arrête là. Et puis pile. Et alors, qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est une évaluation, une meilleure évaluation? Est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on fait pour encourager les pouvoirs publics à mettre en place des politiques de prévention efficaces à ce niveau-là? La dernière phrase, c'est une phrase choc, mais c'est tout à fait ça. Enfin, nous, on estime aujourd'hui à la Fondation qu'on a besoin, pour que derrière les politiques de santé changent, il faut qu'on ait du concret, sur quoi s'appuyer en fait. Il faut qu'on ait des résultats scientifiques solides. Et donc, c'est un petit peu ce qui s'est passé par exemple par rapport à l'amiante. Il a fallu, pour que les choses bougent vraiment, qu'on arrive à prouver de manière assez concrète le lien entre l'amiante et le cancer. C'est ce qui se passe aussi un petit peu avec les pesticides par rapport aux agriculteurs, et maintenant ça s'élargit un petit peu plus. Nous, on essaye de jouer un rôle à l'étape où on va perdre... En fait, on pense qu'il... Quoi ? Ah, pardon. Donc on pense qu'il y a encore énormément de choses à faire pour permettre de mieux mesurer les expositions aux risques aujourd'hui, pour mieux évaluer leur relation avec le développement d'un cancer. Et ce lien-là est très important, et il faut qu'on passe d'abord par des étapes de recherche qui peuvent effectivement sembler parfois un petit peu loin du terrain, même si très vite on arrive à
ce que j'appelle encore de la recherche-action, donc quand on met en place des actions concrètes avec les populations concernées sur le terrain. Mais on pense que pour que les choses bougent vraiment, nous en tout cas, là où on aimerait jouer un rôle à la Fondation ARC, c'est de permettre de mieux mesurer les expositions au risque et de mieux évaluer leur lien avec le développement de la maladie. On pense que c'est quelque chose qui effectivement est nécessaire pour derrière qu'on puisse amener à des changements dans les politiques de prévention ou autres. Et effectivement, derrière, il y a aussi tout ce qui est évaluation de ce qui est mis en place. Et c'est pour ça que, alors je vous invite tous, mais vous viendrez voir si vous avez besoin, mais l'appel à projet dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on lance avec l'IRESP et l'INCa, permet donc sur tout ce qui est comportement à risque, permet à la fois de développer de la recherche fondamentale sur ces questions-là, mais également de la recherche terrain et de la recherche d'évaluation des interventions déjà mises en place. Si jamais vous avez besoin d'évaluer vos interventions, n'hésitez pas. Les prochaines. Voilà. Non, mais c'est quelque chose d'important. C'est déjà programmé. Nous, en tout cas, on va essayer. Enfin, c'est un appel à projet ouvert, mais typiquement, l'évaluation d'actions, comme vous venez de nous les décrire, pourrait très bien rentrer dans le cadre de l'appel à projet qui est en train d'être lancé là. Sur ces questions-là, et qui n'est pas juste pour information, mais qui n'est pas juste dédié au cancer, c'est sur tous les comportements à risque en santé, mais l'INCa et la Fondation ARC financent uniquement les projets sur le cancer, mais j'imagine que vous vous intéressez à des choses... C'est l'ensemble des expositions, donc le cancer c'est une partie des conséquences en fait oui, de cette donc ça pourrait effectivement rentrer... Donc voilà, nous c'est vraiment en amont les outils de mesure et puis l'évaluation derrière des actions qui ont été menées. Mais ce que vous venez de dire me fait penser à une chose qu'on a entendue depuis le début sur la notion de risque. On voit que la prévention est très axée sur les risques. Il y a des campagnes qui sont menées sur le sujet. C'est un peu les programmes nationaux de prévention. Donc je voulais savoir les uns et les autres ce que vous pensiez de ces programmes. Et puis la deuxième question, c'est est-ce qu'il faut prendre en compte que les risques? Je discutais avec un médecin il n'y a pas très longtemps qui m'a dit écoutez, quand votre voiture est à 30 000, 60 000, vous allez chez le garagiste, vous faites une révision. En revanche, pour votre corps, vous attendez qu'il soit en crise, que tout explose pour aller voir le médecin. Et il y a cette question un peu, finalement, est-ce qu'on n'a pas un changement de regard à poser sur notre santé, considérer que notre corps est absolument nécessaire pour bien vivre, et de prendre bien en amont, avant que les problèmes n'arrivent, pour essayer justement de prévenir des maladies qui pourraient arriver. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible, ou est-ce que c'est de l'ordre de l'utopie la plus parfaite? Voilà, les deux questions, les risques et le ministère de la Santé ou un ministère de la maladie. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est toute la différence entre les médecines extrêmes orientales et les médecines occidentales. En Chine, vous êtes un bon médecin quand vous n'avez pas de patients. En France, vous êtes un bon médecin quand vous avez beaucoup de malades. Mais non, mais en même temps, on peut pas dissocier un mode de fonctionnement d'une médecine d'un mode de fonctionnement culturel et d'une conception de l'environnement dans lequel il se construit. Moi, j'entends bien ce que vous dites, ne serait-ce que sur la manière dont les institutionnels doivent se saisir des problématiques de prévention, mais il y a déjà un problème des citoyens. Les citoyens ne se sentent absolument... Enfin, ce que vous avez dit sur le sondage, c'est juste hallucinant. C'est-à-dire le fait qu'aucun citoyen n'ait envie de porter la responsabilité du rôle qu'il a à jouer dans un facteur de prévention. Et en fait, c'est rigolo parce que l'activité physique, sportive et la nutrition sont les deux éléments qui nécessitent le plus de modifications comportementales. C'est-à-dire que ça oblige à un changement de mode de fonctionnement et de pensée. Et comme par hasard, ce sont les deux éléments les plus difficiles à mettre en œuvre au sein d'une société. Et encore une fois, peut-être que la notion d'éducation qui a été mise en avant tout à l'heure dans la présentation de Xavier est importante. Quels sont les éléments que nous donnons en termes d'éducation à nos enfants pour leur faire comprendre l'intérêt et l'importance? En 2020, 30% de la population occidentale sera obèse. Parce que la manière dont les enfants mangent aujourd'hui, la manière dont la sédentarité s'est accrue, le temps qu'ils passent devant les ordinateurs, la télévision, les jeux vidéo, Internet, etc., fait que les prévisions sont assez pessimistes. Alors, est-ce que c'est la fatalité? Tu oublies l'exposition aux perturbateurs endocriniens qui favorisent également. Ouais, non, mais parce que je suis assez monomaniaque en fait. Comme garçon, c'est pour ça que ça me fait du bien de venir voir les autres. Je me dis, waouh, il y a d'autres trucs, faire du sport. Bon, ça va alors. Mais ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, tout le monde est pessimiste, tout le monde est fataliste. Et en fait,
Ben voilà, vous faites un sondage et les Français disent bah oui, mais non, finalement, d'accord. Fataliste. Oui, voilà, c'est ça. Ben non, pas d'accord. Enfin, je veux dire, alors 30 ans d'état-providence, enfin 30 ans, j'exagère, depuis 45. Beaucoup d'années d'état-providence. Et puis maintenant, ben, l'état-providence, clairement, est plus apte à répondre à cette... Alors oui, il peut intervenir sur les pesticides, il peut intervenir sur les perturbateurs endocriniens, il peut intervenir sur des interdictions. Mais à côté de ça, nous avons une responsabilité. Je ne sais pas si ce n'est pas l'ARC qui avait mis en avant. Enfin, il y a 30 à 40% des cancers qui sont des facteurs, enfin, qui sont des risques liés à des comportements. Et donc évitable. Et donc évitables. Enfin, voilà. Il y a 95% des cancers qui sont liés à l'environnement, que ce soit les perturbateurs. C'est prouvé, moi j'ai les études ici qui le prouvent. Donc il faut arrêter de croire que... Mais il y a les facteurs environnementaux sur lesquels on ne peut rien, il y a les facteurs environnementaux sur lesquels on peut quelque chose. Et même sur ceux sur lesquels on peut quelque chose, on a du mal à mobiliser les gens pour qu'ils agissent et qu'ils prennent des mesures concrètes. C'est ça qui est un peu... Ah oui, non, mais tout à fait. Mais comme, Moi, je suis une professionnelle de santé, je suis infirmière et je suis présidente d'association, je suis sur le terrain. Moi, je suis désolée, mais les discours de prévention, je ne peux pas le passer aujourd'hui. Vous avez un discours, je dis vous parce que vous êtes en face de moi aujourd'hui, vous avez un discours, il est culpabilisant. Et tant que vous aurez ce discours culpabilisant, moi je regrette, dans l'opinion publique, on ne peut pas y adhérer. Moi, pour la première fois, hier, j'ai trouvé un discours qui était positif, c'est celui d'Émilie. Je le lui ai dit, j'ai fait... Elle était là l'année dernière, j'en suis ressortie écœurée, en disant, mais qu'est-ce que je vais transmettre à l'association ? J'ai encore que du négatif, c'est mon téléphone portable, c'est ma tablette, c'est mon wifi, c'est mon... je bois 2 verres d'alcool, je fume une clope, qu'est-ce que je fais? Je me suicide, je passe sous une bagnole. Votre discours, il est négatif. On peut pas le transmettre. J'étais infirmière pendant des années, je n'ai pas pu le transmettre. Moi, je regrette, mais hier, j'ai entendu pour la première fois comment parler des cosmétiques, comment faire passer la notion des pesticides, de tout ce que vous voulez, à travers quelque chose qui est très simple et que je maîtrise parfaitement, mais je maîtrise également l'alimentation, si on me donne des clés, je maîtrise plein de domaines, on peut toutes les maîtriser à travers faire un atelier cosmétique. Et comment faire changer les comportements. Moi, j'ai changé mes nez en matière de cosmétique, parce que, voilà, je les ai changés aussi en matière de... mais avec du positif, mais pas vos discours négatifs. Les chiffres, honnêtement, moi je m'en fous, j'en peux plus des chiffres. Je connais toutes les petites fiches de l'INCA, de l'ARC, je les connais toutes, je les ai toutes lues. Moi, qu'est-ce qui me fait... voilà, quand j'entends le mot plaisir, changement, et le mot plaisir et bien-être derrière, ok. Mais sinon, j'en peux plus. Ouais, c'est pour ça que moi, merci beaucoup. Hein, Bravo. mais moi, quand j'entends 40% qui pourraient être évités grâce au changement de comportement, pour moi, c'est une super bonne nouvelle, quoi. Oui, oui. Moi, je me dis, mais il y a un champ de progression énorme. Que 40% puissent être 40% des cancers pourraient être évités juste par un changement de comportement, c'est plutôt positif. Bon, non, non, c'est pas positif si on reste dans cette idée que c'est encore une façon de refiler le bébé aux citoyens qui quand même subit aussi pas mal de choses. Mais attention, attention à comment on aborde les choses. C'est Dan Ferrand hier qui parlait d'empowerment, mais on est complètement là-dedans. Les 40%, il faut juste leur donner le pouvoir d'agir sur leur propre santé. Et c'est relativement... Chacun doit prendre le pouvoir, en tout cas en ce qui le concerne et en ce qui concerne sa famille. Et c'est déjà énorme. Mais... Si on arrive à juste donner aux gens la conscience qu'ils ont les moyens d'agir, c'est un facteur d'amélioration du moral, hein, ne serait-ce que ça. Et c'est un facteur d'amélioration de la santé à proprement parler, puisqu'on est vraiment dans cette progression. Mais il ne faut pas non plus faire trop rêver les gens. Il faut rester quand même réaliste. Quand on sait ce que c'est l'exposition aujourd'hui à tous les niveaux de notre environnement, bon, il faut rester réaliste. Je veux dire, il ne faut pas être fataliste, il ne faut pas être pessimiste, mais il faut être réaliste. Oui. On nous a dit il y a quelques années, exposition au soleil, crème, temps de protection, et on regarde les compositions de la crème, elle est plus toxique que le soleil. Non mais bon, je suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse parce que ça dépend à qui on s'adresse. Ah ben... Non, mais c'est important. La notion de savoir le public auquel on s'adresse est importante. Quand on décide
de s'adresser à des gens qui peuvent amener des modifications de comportement par des lois, par des opérations, par des campagnes d'affichage, etc. La notion de chiffre est importante. Ça veut dire que si tu vas voir un ministère et que tu essaies de lui prouver que l'activité physique est importante et que... Non, mais il a besoin de chiffres, il a besoin d'évaluation, il a besoin de certitude. Aujourd'hui, pour les gens qui étaient à l'atelier sport hier, je commence mon diaporama par montrer une grande photo d'un hamburger. Et en fait, c'est la manière dont on fait la campagne d'activité physique, de la promotion de l'activité physique et sportive en France. Parce qu'en dessous du hamburger, il y a marqué « Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière ». D'accord? Et c'est exactement comme ça qu'on parle de l'activité physique et sportive en France. Alors moi, tu peux m'expliquer qu'effectivement, je peux avoir un discours culpabilisant en me disant « Si les gens ne font pas d'activité physique, ils augmentent l'incidence d'eux, ils font ça, etc. » Mais je me concentre simplement sur une réalité. C'est que je n'ai jamais vu de campagne d'affichage avec quelqu'un en train de marcher ou en train de courir ou en train de faire du tennis et écrit en dessous « Pour votre santé, mangez un hamburger pour éviter une hypoglycémie. » D'accord? C'est une bonne idée. Le jour où on aura fait ça, forcément le discours va se mettre à changer. Parce que tout d'un coup, la société, de manière générale, aura décidé de porter un regard différent sur les facteurs qui sont des facteurs de prévention. Tant qu'on n'en est pas là, je suis désolé, effectivement, quand on va s'adresser à une personne en particulier, quand on va lui raconter une histoire, quand on accueille, je vais pour dévoiler, quand on accueille quelqu'un à la Camille, quel que soit le centre en France dans lequel il est, on ne lui dit pas « vous allez faire de l'activité physique pour diminuer votre risque de rechute ». Bien sûr que non, on ne lui dit pas ça. Et ce n'est pas le but du jeu. On va lui parler de ce que ça va lui faire, du plaisir qu'il va en éprouver, du bien-être, de ce que ça va lui apporter, etc., etc. Donc on est bien d'accord qu'on n'a pas un discours qui va dire « si vous n'en faites pas, vous n'allez pas ». Mais tu ne peux pas te dissocier de la nécessité que l'on a de faire passer des messages forts aujourd'hui à l'ensemble de la population, de manière générale, pour créer petit à petit les conditions d'une prise de conscience. Tant qu'il n'y aura pas... J'ai 3 enfants. Maternelle, primaire, collège. En maternelle, ils font vachement d'activités physiques. Ils font du sport. Tous les après-midi sont consacrés à des activités culturelles. Ils font des machins, des équilibres, des bidules. Quand ils arrivent au primaire, déjà 2 après-midi par semaine. Mais 2 après-midi par semaine, ça reste les jeux pré-sportifs, les machins. Quand ils arrivent au collège, le prof de sport, il a été absent la moitié de l'année cette année. Et alors, je vais te raconter une histoire pour aller jusqu'au bout du truc. Ils ont fait rugby. Bon, c'est ma fille. Elle a adoré ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, on nous a mis un ballon dans les mains et on nous a dit de jouer. Et je ne sais pas, on vous a appris quelque chose, on vous a fait faire un échauffement, on vous a fait faire des... Est-ce qu'on vous a donné des moyens de travailler sur votre corps et de prendre conscience de l'importance d'utiliser le corps pour faire une... Mon papa... Mon papa. Sérieusement. Et quand ça sera au lycée, il y aura le bac. Donc entre le certificat médical qu'il faudra faire pour rater le cours de sport pour réviser son contrôle de maths, il n'y aura pas photo. Donc voilà l'histoire de l'activité physique et sportive en France. Sinon, c'est le sport de haut niveau. C'est presque plus la prise en compte du corps. Hein. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'apprendre à jouer au rugby en apprenant les règles du rugby, c'est d'apprendre que ça a un impact sur son bien-être. Moi, j'ai une proposition à vous faire, c'est que vous allez chez McDo et vous leur proposez votre idée publicitaire. Moi, je pense que vous allez vous faire là, il y a quelque chose à faire. Quelque chose d'extraordinaire. Il y a plein de questions, en fait. Oui, justement, mais on va passer le micro, parce que comme on filme, on sent... ce sera mieux pour le son. On ne peut pas entendre après les questions. Ouais. Alors, question. C'était pour répondre à ce monsieur et... Alors, la jeune femme, vous avez vraiment raison d'intervenir en disant, en fin de compte, les campagnes de prévention, ça ne marche pas obligatoirement. Pourquoi? Nous, on a fait pendant 10 ans à l'UGOMS la prévention pour le sexe. Qu'est-ce qu'ils m'ont répondu? Bah oui, parce que maintenant, du coup, ça fait moi 10 ans que j'en parle, des cancers bucco-pharyngés en disant qu'il faut mettre des préservatifs. Mais qu'est-ce qu'on leur dit? Et je rejoins monsieur, on leur dit attention, il faudrait mettre un préservatif parce que vous allez avoir un cancer bucco-pharyngé. Mais les filles, quand on leur dit ça, vous mettez un petit carré de latex, hein, si vous voulez avoir des caresses buccales. La dernière fois, il y en a une qui a failli faire un geste brutal et me la mettre sur la bouche en disant « nous fait chier, quoi ». Et elles ont 15 ans, donc ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors?
Ça se développe d'une façon formidable, les cancers bucco-pharyngés, par les jeunes. Les caries buccales, tout ça, ils ne veulent pas faire attention, pas de préservatif, rien du tout. Donc j'en reviens, monsieur, il faut absolument faire passer la notion de plaisir. Et alors, ce qu'on disait hier avec le professeur Lopez, que je faisais passer les mémoires à des médecins, il y en a un qui va faire, alors ça vous intéresse peut-être, un mémoire, on interrogeait les gens pour qu'est-ce qu'il faut faire pour la prévention, pour faire plaisir. Et alors, on en a fini par dire, et c'est un universitaire, qu'il faudrait peut-être faire passer un message un peu porno, érotico-sexuel, en disant, voilà le préservatif, mais c'est génial, voilà ce que vous pouvez faire avec. Vous voyez, on en est rendu là. Le plaisir, parce qu'autrement ça ne marche pas. Si jamais on dit mettez un préservatif pour éviter un cancer ou pour éviter je ne sais pas quoi, ça ne marche pas. Si je peux me Donc permettre. il va falloir trouver quelque chose. Tout à fait. Mais l'idée c'est aussi de... Enfin, il faut s'adapter au type de risque dont on parle et au type de... Enfin, et à la population qu'on cible. Et effectivement, quand on parle de choses qui sont en lien avec la sexualité, il faut parler de plaisir. Quand on parle jusqu'ici, ça se fait pas. Oh, je sais bien. Par contre, non mais oui, mais par rapport au tabac, par exemple, enfin, je pense que à la Ligue, vous êtes peut-être plus à même de répondre. Mais il y a un moment, le tabac, c'est quasiment 22%, je crois, des cancers aujourd'hui. Parler de plaisir quand on dit aux gens arrêtez de fumer, c'est pas évident non plus. Il y a un moment, le tabac tue, il faut arrêter de fumer. Oui, mais il y a un changement de comportement peut-être. T'arrêtes de fumer, mais tu peux peut-être compenser par autre chose. Peut-être, et oui. Voilà. Mais je pense... Voilà, il faut deux plaisirs, un plaisir, et il y en a peut-être un autre, mais il faut bien réfléchir aux campagnes, quoi. Parce qu'autrement, ça ne sert à rien. Là on a dépensé un fric fou pour la campagne pour éviter les IVG, on en est toujours au même point. Et je suis sage-femme, en cancéro. Donc je peux vous dire de quoi il retourne. Voilà, c'est pas simplement les blablabla lus dans les magazines. Et je me dis, là, vous m'intéressez toutes les deux, parce qu'il y a sûrement quelque chose à faire, je ne sais pas, les gens avec qui vous travaillez, comment ils prévoient leur campagne de plaisir. Il n'y a que ça qui marchera, et c'est l'amour, c'est la mère. Vous disiez tout à l'heure, comment transmettre? Ben, ça part de la mère. Non mais la mère, je veux dire, quand on fait des cours de préparation, peut-être, au cours de l'accouchement, dire, ben, qu'est-ce qu'après vous aurez à transmettre? Voilà, et en douceur, sans culpabiliser les mamans, mais ça part déjà de la famille, quoi. On ne peut pas relancer à la société en disant c'est la société qui va tout faire. Non, c'est d'abord dans nos familles. Alors je ne sais pas comment ça peut se faire, mais il faudrait vraiment réfléchir à ça parce que maintenant là, on est rendu au bout du bois. Ouais. Et dans l'alimentation, c'est pareil, c'est le plaisir. Bien sûr. La notion de plaisir. Oui, il y a quand même un truc en psychologie sociale, en sociologie, qui consiste à faire travailler les gens en groupe. C'est-à-dire que pour changer le comportement des gens, il faut changer le comportement du groupe. Il y a des tas d'expériences américaines qui l'ont montré, la fameuse histoire des poulets pendant la guerre, des Zabas, etc. Mais effectivement, moi, la bonne nouvelle, c'est l'existence de collectifs K ou de petites associations comme celle-là, ou peut-être de petites délégations de la Ligue, pas la Ligue nationale, mais de petits... Parce qu'à ce moment-là, les gens échangent, et ils changent parce que les autres changent. Vous savez, on n'agit pas de soi-même, hein. On agit pour faire comme les autres. Et effectivement, c'est dans les petits groupes qu'on change les comportements. Vous disiez tout à l'heure que les gens prennent une brochure et puis on ne sait pas très bien s'ils la lisent ou pas. En fait, il faut qu'ils la lisent et qu'ensuite ils en discutent en groupe. Et c'est vrai, par exemple, que les petits groupes qu'on a eus hier permettaient de changer un peu nos comportements. Moi, je crois beaucoup à ces changements de comportement par des petits groupes. Voilà, qui aboutissent à l'empowerment et tout. Alors l'autre chose, c'est drôle parce que hier, il y a 2 jours avec Jean-Marc, avec Jean-Marc, on parlait du sport et je lui citais un ouvrage, Le plaisir des sports, qui est un ouvrage un peu familial. Effectivement, l'idée, c'est que le sport, il faut que ce soit vraiment présenté comme un plaisir et ça m'intéresse de voir que c'est revenu. Bon, sur la sexualité, c'est plus courant, mais il faut que cette notion de plaisir soit là beaucoup plus que cette notion de mort. Ces paquets de cigarettes, moi, à la limite, j'ai horreur de jamais fumer, j'ai essayé, ça marche pas. Mais je veux dire, moi, je me dis, c'est fou parce que comment est-ce qu'on peut mettre ce genre de choses? C'est exactement à la limite, les gens par fureur vont le faire. Tandis que si vous dites quel plaisir de manger des bonbons, ou je sais pas, ou de prendre des kilos, n'importe quoi. Bon, non, mais je veux dire, passer par l'histoire du plaisir. Et pour le sport, c'est évident. C'est évident. Pour une question de pensez-vous pas qu'actuellement, on a plutôt tendance à dire la science va solutionner le problème. Le cancer avec les vaccins, etc. On dit un jour on va trouver quelque chose et puis il n'y aura plus. Donc on continue nos habitudes. Voilà, on attend le miracle qui viendra de tiers. Oui, mais on a observé quand même que les facteurs de risque du cancer sont multiples. Alors on se dit, est-ce qu'on va vraiment se donner un mal fou?
pour 20%, alors que de toute façon, c'est le ciel. Voilà, c'est vrai qu'on est assez rationnel. En fait, il y a le problème des facteurs de risque multiples et le problème de les hiérarchiser de manière... en fait, les gens ont l'impression que les facteurs génétiques ont beaucoup plus d'importance que, par exemple, des facteurs nutritionnels. Ou alors, les facteurs environnementaux sur lesquels ils n'ont pas de contrôle auraient plus d'impact que les facteurs environnementaux sur lesquels ils auraient une marge d'action. Et donc, en fait, comme ils hiérarchisent autrement, ils ont l'impression que de toute façon, on ne va rien faire, puisque quoi qu'on fasse, bah, c'est foutu. Il faudrait que je vous refasse le petit schéma maladie-santé. Hein, c'est bête, il n'y a pas le tableau, mais... Il est derrière. Je rejoins tous les discours qui ont été tenus. Et à la réflexion que nous avons menée sur la prévention et la difficulté que nous avions à faire avancer dans le bon sens cette problématique, on est quand même parti du départ. Nous sommes dans une culture en Occident par rapport à la culture, Jean-Marc, orientale, d'une culture cartésienne, judéo-chrétienne, qui, de par la construction, ne serait-ce que de la médecine, on n'a pas responsabilisé dans le bon sens du terme. Je suis une militante de la santé communautaire, comme ça vous savez où je me situe, que chaque individu était en puissance et en capacité de prendre en charge sa santé. À partir du moment, et là je rejoins l'employeur, où on leur donnait le droit et le pouvoir de prendre en charge leur santé individuelle. Et ça, c'est une mentalité dont il va falloir remonter le courant, qui fait que la tâche à laquelle on s'attelle est une tâche très lourde qu'il faut prendre en charge dans le long terme. Et là, je rejoins Dan, c'est-à-dire, effectivement, que c'est en travail de fourmi que l'on va réussir progressivement à faire évoluer la mentalité, relation curative-préventive. Je pense. À l'Institut Pasteur de Lille, nous avons un nutritionniste qui fait des études sur la relation nutrition-cancer et sport-cancer. Et au dernier café rencontre organisé par l'ARC, il a exprimé les résultats de sa recherche qui tenterait à faire évoluer l'impact rapport nutrition-sport. Et à l'heure actuelle, la nutrition est très importante, mais il semblerait que le sport soit essentiel même par rapport à la nutrition. Il y a un essai... Monsieur Jean-Michel... D'accord. Mais voilà, juste pour la nutrition et la santé, il y a un essai clinique qui est sorti en 2006 et qui montre qu'en fait, vous faites un ratio, vous avez 5 catégories de personnes. Vous avez les gens qui ne font rien, vous avez les gens qui font que du sport, vous avez les gens qui font que de l'activité physique, donc 4. Et vous avez les gens qui font et du sport et de la nutrition et de l'activité physique. Et en fait, sur les 4 domaines, le seul qui est vraiment qui change les comportements, c'est celui qui fait nutrition et activité physique. Mais nutrition seule est presque équivalent à celui de la population qui ne fait rien. C'est-à-dire qu'en fait, si la nutrition et l'activité physique ne sont pas corrélées avec une vraie incidence de l'activité physique, il n'y a pas de grande modification sur les schémas métaboliques d'incidence de prévoir. Mais je garde juste la parole 2 secondes parce que je veux pas être polémique, mais en fait, si, quand même un peu. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. D'accord ? J'ai arrêté la compétition, j'avais j'étais plus vieux que la moyenne. Et pendant des années, je me suis entraîné pour être champion. Bon, ça tombe bien, ça a marché. Mais globalement, je me suis entraîné. La notion de plaisir était dans la satisfaction d'obtenir un résultat. Aujourd'hui, je paye physiquement un comportement excessif dans le surentraînement. Je veux dire, les blessures que j'ai eues quand j'avais 20 ans n'étaient absolument pas importantes. Je veux dire, je me suis déchiré du ligament interne. 15 jours après, il fallait que je m'entraîne parce qu'il y avait les championnats du monde un mois après. Donc, le temps de rééducation dont me parlaient les médecins en me disant que c'était important, c'est passé à la trappe.
Aujourd'hui, à 40 et quelques, mon genou est en train de se rappeler généreusement au fait que j'aurais peut-être dû respecter des règles de sécurité. Donc, en fait, ce qui est compliqué dans la notion de prévention, c'est que quand on a 15 ans, quand on a 20 ans, l'idée même de devenir malade ou de tomber malade, ou de savoir que l'on va avoir des problèmes de santé plus tard, ça n'a aucun impact. Ça n'est même pas envisageable. Il n'y a que quand on le vit qu'on se dit « eh merde ». Et donc, et pour le coup, quel est le pouvoir de la parole des anciens? Pas très lourd. Quel est le pouvoir de la parole de ceux qui ont dû vivre à un moment donné une expérience en ayant, alors moi pour le coup du sport c'est facile, un comportement dangereux par un excès d'entraînement, pour dire aux jeunes sportifs aujourd'hui, faites attention à la manière dont vous vous entraînez parce que vous le paierez de toute façon demain. Et ce qui est rigolo, c'est que ça ne marche pas, c'est un discours qui n'est pas audible. Donc, en fait, on n'est pas en train de dire quel est le discours que je dois avoir pour que ça change. C'est qu'est-ce que je dois mettre en œuvre dans la modification de la manière de travailler le corps ou de travailler pour que je puisse à la fois obtenir des résultats et à la fois travailler sur un enjeu de bonne santé. Et donc, même la notion de plaisir ne va pas... Enfin, ce que je veux dire, c'est que dans le domaine de l'activité physique et sportive, même la notion de plaisir ne se suffit pas à elle-même. Les gens qui se mettent à faire du sport tout seuls ont des troubles musculo-squelettiques associés au bout de 6 mois d'entraînement qui sont bien plus importants que la moyenne des gens qui sont pris en charge à l'intérieur de structures associatives. Parce qu'en fait, leur manière de s'entraîner est juste... C'est n'importe quoi. Bon, c'est bien parce que moi, ça me permet de dire qu'en effet, si on ne considère pas la globalité des éléments, des petits changements qu'on peut faire, on ne considère pas la globalité des expositions, on ne peut pas agir. Donc, je vous fais le petit schéma qu'on avait fait hier, donc vous allez m'aider. C'est un schéma qu'on est amené à réaliser en atelier de sensibilisation, surtout quand on est face à des gens qui sont un peu dans le déni ou qui sont un peu justement dans cette fameuse frange du pourcentage dont vous nous parliez tout à l'heure, qui sont fatalistes et qui disent non mais de toute façon c'est foutu, on n'y arrivera pas, ça sert à rien, pourquoi on va faire un petit effort là face à toute la mer de problèmes qui nous tombent dessus, ça sert à rien. Donc je fais ce petit schéma et je sais pas, j'ai l'impression quand même que ça... il y a une petite bascule qui se fait, on se dit ah ouais peut-être que quand même ça vaut le coup. Alors on y va. Donc en fait, on fait un petit schéma comme ça, avec d'un côté la santé et d'un côté la maladie. Et puis je demande donc à mes participants, aujourd'hui c'est vous, quels sont les facteurs, tous les facteurs qui vont nous permettre de rester dans la santé ou de tomber dans la maladie. Enfin, quels sont les facteurs environnementaux donc on y va, on refait ce qu'on a fait. Alors c'est mieux quand c'est animé et qu'on peut faire bouger, mais bon, on va le faire comme ça. Alors d'abord on a dit la génétique, donc le patrimoine génétique. Ok, en effet, on sait qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là. Bon, après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hygiène de vie. Alors hier, voilà, donc ça c'est pas toujours le terme qui arrive en atelier, mais hier c'était hygiène de vie, donc c'est vraiment... À définir. Ouais, à définir, mais bon, c'est pas grave, on le met. Le stress. Voilà. Dans hygiène de vie, on a considéré qu'on mettait tout ce qui était de l'ordre du comportement volontaire, c'est-à-dire ce sur quoi on peut agir finalement. On décide un peu notre hygiène de vie, c'est pas quelqu'un qui nous l'impose, voilà, c'est ça. Population défavorisée. Alors, on a dit quoi? Le stress. Le stress, d'accord. Là, il impose. Ensuite, il y avait l'âge. L'âge, en effet, plus on avance en âge, en général, plus on a de chances de développer. Après, on avait dit tout ce qui était pollution alimentaire. Alors, après, on a classé un petit peu comme ça. On s'est dit, polluant A, on va dire, c'est-à-dire ce qu'on va retrouver comme résidus de pesticides dans l'alimentation, par exemple. Un polluant qu'on va appeler B et qu'on va pouvoir dire voilà, ça peut être un polluant de l'air, en effet, on respire trop de benzène, de formaldéhyde, de que sais-je. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? La profession, on avait vu. Alors ça c'était un petit peu dans le Tout stress, oui.
Ouais, on va dire une exposition professionnelle. Bon, alors on va considérer voilà, un polluant C. Vous avez quand même la situation sociale, c'est entre quelqu'un qui a vraiment un revenu complètement bas et puis quelqu'un qui a un très bon revenu. Le cadre de vie, en fait, on pourrait en rajouter plein, des petits carrés. Mais ce qui est important... C'est un critère très englobant. Hein. Ouais. C'est un critère englobant, mais nous, on travaille sur du tout petit. Là. On s'attache à essayer de limiter l'exposition de polluants dans l'environnement intérieur. On est sur des choses très très sensibles, très personnelles finalement. Hein. Donc en fait, on préfère parler d'un polluant A, un polluant B, un polluant C, donc un qui va venir de l'alimentation, un qui va venir de l'air. Mais en effet, il y a tous ces facteurs-là qui sont là. C'est-à-dire que l'âge, bah, peut-être qu'en fait, on ne va pas être exposé au niveau professionnel, on va très très bien. On travaille à la campagne, dans un champ bio, ça, tout va bien. Par contre, on va augmenter en âge. Et les mêmes polluants qui jusqu'ici étaient tolérés, ben, vont nous faire basculer du côté de la maladie. Donc si on a réussi, à travers le changement de comportement sur des choses assez simples, à limiter l'exposition à ce polluant B, ben, même si on a un facteur génétique qui va s'activer au contact du polluant A, ou que l'âge va augmenter, ou que le stress va augmenter pour une période donnée, on ne va peut-être pas passer ce cap. Donc notre petite comptine à nous, c'est de dire un polluant de moins, c'est une chance en plus. Voilà. D'où le fait que le moindre petit effort n'est pas inutile et vain. Il peut permettre des fois de ne pas tomber de l'autre côté de la barrière. Voilà. C'est tout simple, mais en général, ça fait son chemin. Oui, c'est du positif parce que ça veut dire que, voilà, non, il ne faut pas être fataliste. Il faut être réaliste, mais il y a des choses sur lesquelles on peut agir. J'ai juste une question. Les personnes qui viennent à vos ateliers, c'est des personnes, c'est du volontariat, ceux qui viennent vers vous, c'est vous qui sollicitez des gens, parce que c'est pas forcément applicable à... Très bonne question. Parce qu'on s'est heurté, en effet, l'antenne française WECF est ouverte en 2008, et c'est en France qu'on a expérimenté ce type d'atelier de communication. Et en effet, les premiers animateurs dont j'ai fait partie ramaient tout ce qu'ils pouvaient pour réussir à recruter leurs participants d'atelier. Parce que mettre une affiche avec « Venez faire un atelier sur les polluants de l'environnement intérieur », autant vous dire que ça n'a pas beaucoup de succès. C'est des gens qui se sentent déjà impliqués, enfin j'imagine concernés, ceux qui... Alors, c'est ce qu'on a pu observer sur l'étude de Nesting, c'est qu'en effet, du coup, on s'est rendu compte qu'on ne touchait pas forcément des gens qui n'étaient pas du tout encore concernés par tout ça. Mais ça a un intérêt quand même, comme on disait. Et donc, on a développé ces ateliers Ma Maison, Ma Santé dans l'idée justement de se confronter à des personnes qui ne seraient pas d'elles-mêmes venues dans un atelier avec cette thématique-là. Donc, en effet, on a beaucoup plus de facilité à travailler avec des publics clos, si je puis dire. C'est-à-dire que, pour donner un exemple, moi je développe un partenariat avec la mission locale sur mon territoire, et puis j'interviens dans les dispositifs d'accompagnement social. Donc les gens sont là de façon obligatoire, en fait ils sont payés par Pôle emploi pour être présents à cette formation, à cette redirection professionnelle, sociale, etc. Et là, en fait, ils vivent des espèces de cours tous les jours, ils ont 2 demi-journées. Il y a une demi-journée, c'est moi qui viens avec tout mon bazar, et puis je leur parle de ça. Et des fois, c'est des gens qui sont juste en insertion sociale, qui apprennent le français. Donc on se sert de la matière santé-environnement comme support de langue française. C'est pas interdit. Non, du tout. Voilà. C'est plutôt très très bien. Quand on voit votre somme là, quels sont les éléments que nous pouvons faire bouger? C'est l'hygiène de vie et les polluants. Mais il y en a beaucoup. Mais parce que vous vieillissez, vous n'y pouvez rien, ça, tant mieux. En effet, le patrimoine génétique, on l'a et on va le développer de plus en plus en nous disant on a 3% de chance d'avoir dans notre génome la possibilité de développer. Il ne nous reste plus grand-chose parce qu'au fur et à mesure, l'âge de... Non. Voilà, la bouteille à moitié vide et la bouteille à moitié pleine. Alors, sur quels paramètres pouvez-vous jouer? Attendez, patrimoine génétique, âge, mais l'hygiène de vie on peut jouer, le stress on peut jouer. On est d'accord, il y a des expositions auxquelles on ne peut pas se soustraire. Puis il y a aussi les inégalités d'accès aux soins et aux... Complètement. Tout le monde n'est pas... Voilà. Non, mais il y a des inégalités. Ce qui serait intéressant, c'est de connaître les pourcentages sur lesquels on est susceptible d'intervenir par notre action individuelle. C'est ça qui est intéressant. Là, j'en ai plus rien. Ça peut être très bien d'avoir des chiffres de cet ordre-là. Mais je crois que...
Parce que Pour moi, la balance, elle penche quand même du côté où on peut faire des choses. Ouais. Tant mieux. Je vais vous dire un truc, positif, même si c'était pas vrai, je dirais quand même que c'est de ce côté-là. Parce que vous ne faites pas venir les gens, vous ne les faites pas changer pour des choses pas bien. Vous les faites changer pour des choses bien. Critique pour être critique. Oui, mais c'est bien. Mais ça met en avant... En fait, je réfléchis depuis tout à l'heure à ton intervention, Michel, parce que c'est... Non, mais si, parce que finalement, c'est pertinent. Mais je pense qu'il y a un vrai modèle idéaliste derrière notre attitude. En fait, moi, la Camille, quand elle a existé à Neuilly-sur-Seine. Population plutôt aisée, pas de problème financier, un accès aux soins assez important, une connaissance relativement importante de ce qu'était la maladie, les traitements, etc., etc. Et puis le deuxième centre où on a ouvert, c'est à Avicenne, Bobigny. Population socio-culturelle défavorisée, précarité extrême, des scores EPIS qui font exploser la totalité des scores EPIS de France, etc., etc. Puis on s'est développé au niveau national. Donc par exemple, aujourd'hui, en Dordogne, on intervient dans un territoire de santé dévasté. Population rurale, vieillissante, etc. Et en fait, le modèle qu'on a, malgré tout, c'est un modèle idéaliste. C'est-à-dire comment la totalité de cette disparité-là, de cette diversité-là, peut obtenir la même connaissance et la même conscience que l'activité physique peut être importante, que la prévention de la sexualité peut être importante. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, c'est que le modèle est idéaliste dans le sens où ce que l'on veut porter, c'est la bonne parole à tous et avec une même connaissance pour tous. Alors forcément, de temps en temps, tu te dis comment on fait pour parler à quelqu'un qui vient du Mali, qui a un rapport au corps qui est le sien, qui est d'origine musulmane, dont la maladie est une problématique. Il faut savoir qu'à Avicenne, le taux de cancer, les personnes qui arrivent en situation de malade ont des stades de cancer qui sont très avancés. Pourquoi? Parce que le dépistage est inexistant, parce que quand elles sont malades, il y a un refus complet d'aller voir les médecins, etc., etc. Donc ce que je veux dire, c'est que ça nous a ouvert les yeux sur une problématique qui est, nous ne pouvons ne pas tenir compte de l'environnement dans lequel on est venu, du contexte socio-économique dans lequel se situent les gens, et de la culture de laquelle ils viennent. Et donc, à un moment donné, parler à quelqu'un qui vient du Mali de prévention, c'est pas la même chose que parler à quelqu'un de Neuilly-sur-Seine et parler à un vieux monsieur qui a passé sa vie à la campagne en train de couper le blé l'été et de faire du fourrage l'hiver. Et en fait, ben voilà, les chiffres ont l'avantage d'être équivalents pour tous. Les messages ont l'avantage d'être, au moins dans un premier temps, d'être valables pour la totalité de la population. Après, je suis d'accord avec toi. Les particularités, les singularités font que les discours doivent être différents. Mais le premier stade du discours général, voilà, c'était juste... La diversité est compliquée et le modèle est idéal. Je ne suis pas dans un modèle relatif, en fait. J'entends bien. C'est vrai que je ne sais pas depuis quelles années date la politique de prévention santé, mais quand j'entends les derniers chiffres, je suis horrifiée. Je me dis, mais toutes ces années, tout l'argent qui a été mis là-dedans, finalement, le résultat, il est très... et puis on entend encore, moi j'ai entendu Augustin qui dit l'usager n'est pas... c'est les conclusions du voilà. Conseil quelque part, économique et social. Ça me renvoie à moi, individu, et à moi, professionnel, qui essaie de faire de la prévention sur le terrain. Par contre, Jean-Marc, ton discours, il est positif en termes de prévention santé par le sport, puisque moi je m'en sers au quotidien. C'est gentil. Non, mais et en plus c'est vrai, voilà, on en parlera en privé, mais voilà. Donc ton discours, moi je me sers du positif individuel pour avancer et pour faire passer un message de prévention auquel je suis fortement convaincue, puisque je suis infirmière et que ça me touche d'autant plus, mais donc je me sers des uns et des autres de votre message positif. Monsieur de la Ligue, je suis désolée, mais en fait c'est vous qui m'avez fait bondir le plus. Tant mieux, tant mieux. Et s'aimer la bonne parole, ça je ne peux plus l'entendre comme ça. Les gens sur le terrain, ils ne peuvent plus l'entendre. Et s'aimer la bonne parole, pour nous, non, ça on ne peut plus.
c'est du concret. C'est, voilà, vous baissez votre gaz de polluant A et votre stress un peu, et puis au miracle, vous allez vous rapprocher, rester dans la santé. Voilà, ça nous parle sur le terrain. Dans les classes, le contexte socio-économique est très compliqué. Les gens, c'est très compliqué, ils n'ont pas d'argent. C'est vrai, la cigarette, c'est un vrai fléau. Moi, j'en ai aucun, il reste que ça. Je sais bien. Voilà, c'est pas facile au quotidien. Donc, si on peut entendre du positif de temps en temps, voilà. Moi, je voudrais continuer dans le positif. La politique de prévention, on en parlait, on a travaillé un peu sur l'histoire. Excusez-moi. L'histoire de la médecine en France, elle n'est pas du tout dans le préventif, mais ça s'explique par les grandes guerres, etc. Mais quand même, depuis quelques années, on a l'impression qu'il y a un changement. Alors peut-être que c'est des politiques qui sont relativement maladroites, qui sont plus dans la culpabilisation, dans la menace de mort, etc. Mais quand même, il y a une politique de prévention qui existe. Moi, j'ai travaillé à un moment donné dans le cabinet Kouchner. En fait, c'était vraiment le début, quoi, les années 2000. Avant, il y avait tout d'un coup, et je pense que ça, finalement, ça a un effet. Qu'elle soit maladroite, je suis d'accord, mais au moins, il y en a un petit peu. Alors, on ne va pas jusqu'à l'Allemagne, ou en Allemagne, par exemple, si vous n'allez pas une visite préventive chez le dentiste, vous n'êtes pas remboursé les soins. Et on pourrait imaginer au moins une visite de généraliste par an, ou peut-être pas une visite de cancérologue, mais je veux dire, on pourrait imaginer ce genre de choses, que les mutuelles fassent quelque chose à ce niveau-là. Mais plutôt en disant on vous offre une visite, ou je veux dire encore une fois dans quelque chose de positif. Et puis alors je voudrais aborder un autre problème, c'est en vous entendant parler là, du Mali. Moi j'ai des étudiants, parce que je faisais partie aussi de l'université Paris 8, enfin, qui est proche de Bobigny, on a même un centre d'ethnopsychiatrie avec Toby Nathan, et on a compris qu'effectivement la maladie, dans un certain nombre de pays, c'était tout à fait autre chose que ce qu'on vit nous. En particulier, ça vient peut-être du mauvais œil, ou de la mauvaise chance. Mais finalement, nous, les Français, on n'est pas très différents, puisqu'on comprend très bien qu'il y a des gens qui se disent je vais avoir un cancer, je ne peux pas faire grand-chose contre. C'est exactement comme les gens qui viennent du Mali, ou qui intelligemment disent de toute façon, bon, ça va nous tomber dessus. Je crois qu'il faut arriver à comprendre ça, et une fois qu'on a compris ça, essayer de travailler sur cette question. Mais je suis sûre que Zélek et d'autres, ou Toby Nathan à Paris 8, ils ont travaillé là-dessus. Mais on a un côté comme ça, un peu Inch'Allah. Mais je pense que dans ces populations-là... Attends, Bénédicte. Je pense que dans ces populations-là, ils ont beaucoup plus le respect de leur corps, ils sont plus dans leur verticalité. Moi, je le vois au niveau des ateliers nutrition, ce sont des gens qui retrouvent plus vite le message du bon sens, parce qu'ils respectent leur corps. On doit les aborder différemment, je suis d'accord, il y a une façon de faire passer le message, mais... Juste pour faire un point là-dessus, en fait, il y a un problème de déracinement culturel. Et par exemple, les populations du côté du 93 sont des populations qui, effectivement, culturellement, avaient un rapport à la nourriture qui était plutôt sain, un rapport au corps, et le fait de se retrouver dans une situation complètement différente et dissociée de leur lieu de vie originel, et en plus dans des situations de précarité, font qu'ils se mettent à avoir une consommation alimentaire qui est complètement... Enfin, c'est eux qui achètent les produits les moins chers dans les supermarchés, et les produits les moins chers, on sait que c'est eux qui contiennent le plus de sucre, de sel, et de tout ce qui va associer une malbouffe. Attention, attention. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ça. Mais on peut en reparler. Le point est simple, c'est que pour le coup, l'expérience nous a montré que les gens qui ont une attitude alimentaire qui est complètement différente de celle qu'ils avaient avant, entraînent des modifications de prise de poids, des transformations physiques et physiologiques qui peuvent avoir des incidences sur le développement des maladies. Et que quand on réapprend à ces personnes-là à faire ce qu'elles savaient faire originellement, en fait, on retrouve des modifications dans l'autre sens. Donc, par exemple, le réseau Oncologie 93 a monté tout un programme d'accompagnement d'une nutrition qui est une nutrition culturelle. Donc, des femmes qui sont du Mali viennent et réapprennent à manger comme elles mangeaient et à faire la cuisine comme elles faisaient la cuisine, entre guillemets, au pays.
Et c'est génial en fait, parce que ça revalorise d'un coup les personnes, ça remet en avant une manière. Et c'est par ce biais-là qu'on les amène à l'activité physique. Parce que dans les programmes de prévention d'activité physique, nous on en a un qui est magique, qui s'appelle le Plan National Nutrition Santé. C'est un grand livre édité par le ministère de la Santé. Et en fait, comme on n'est pas capable d'amener les gens à leur faire de l'activité physique, on leur dit que dans les tâches que vous faites de manière quotidienne, vous faites de l'activité physique. Faites le ménage. C'est valorisant pour une femme. Moi, je trouve que c'est important. On leur dit, lavez la vaisselle debout. De temps en temps, bricoler. De temps en temps, jardiner. Jardiner à Bobigny, je ne sais pas si vous avez essayé de voir. Les jardins à Bobigny, ce n'est pas ce qu'il y a de plus répandu. Hein. Ce que je veux dire, c'est que la politique de prévention en termes d'activité physique a été de dire nous ne pouvons pas amener les gens à modifier leur comportement et à se mettre à faire une activité physique et sportive, donc nous allons utiliser ce qui se passe dans leur quotidien pour leur faire comprendre qu'ils font de l'activité physique. Bah oui, c'est quand même... Ben moi je suis pas d'accord. Bah moi si je suis d'accord, je trouve que c'est quand même des fois un peu stupide de prendre sa voiture pour aller à la salle de sport, payer un abonnement à la salle de sport, alors qu'on pourrait prendre son vélo, on ferait du sport, on n'utiliserait pas sa voiture. Moi, je pense que l'éducation, elle doit aller aussi dans ce sens-là. On peut faire de l'activité physique sans faire du sport. Non mais bon. C'était juste parce que vous avez évoqué le nom du professeur Zelek, et justement, j'ai eu un entretien avec lui récemment où on a longuement discuté des populations auxquelles il était confronté au quotidien. Et je pense qu'il y a des problèmes qui sont réels, mais qui ne sont pas forcément adaptés quand on est dans des conditions de précarité. Et il y a des fois où la précarité prend le dessus et où prendre le temps de se déplacer jusqu'à l'hôpital quand on n'a pas de voiture, quand il n'y a pas beaucoup de transports en commun, quand il faut faire garder les enfants, quand on est femme seule, c'est juste le problème. C'est cette raison-là qui est la première cause de ne pas aller voir son médecin et se faire soigner, arriver trop tard à l'hôpital quand on a un cancer. Il avait l'air de dire, mais peut-être qu'il avait l'air de dire que sur ces populations-là, en fait, le problème n'est pas forcément, la priorité n'est pas... le problème principal, c'est pas forcément la différence de culture, mais c'est plus le contexte socio-économique très particulier de cette région qui fait que c'est pas parce qu'on vient du Mali qu'on va moins aller voir le médecin, mais c'est bien parce qu'on n'a pas les moyens d'aller voir le médecin. Ça, c'était une chose. Et la deuxième chose, ce que je voudrais juste dire, c'est que ça concerne la précarité, mais ça concerne aussi d'autres facteurs de risque finalement. Il faut vraiment qu'on adapte notre mode d'action aux populations qu'on veut prendre en charge. Il faut qu'on s'adapte. On ne peut pas demander aux gens de venir voir le médecin s'ils ne vont jamais se déplacer et venir voir le médecin. Peut-être qu'il faut qu'on développe des outils autres, qu'on aille nous voir ces gens-là. Peut-être qu'il faut qu'on ait des relais dans les communautés qui serviront à transmettre la bonne parole. Je suis désolée du terme, mais en gros, il faut aussi qu'on s'adapte vraiment, qu'on adapte notre message et notre outil de prévention aux populations auxquelles on veut s'adresser si on veut vraiment que ça serve à quelque chose. C'est très bien de dire qu'il faut faire de l'activité physique, mais il y en a pour lesquels c'est pas du tout la priorité. Complètement. Voilà, mais entre ce qu'on dit nous en disant transmettre la bonne parole, c'est une façon tu vois, c'est une façon de dire le travail qu'on fait, on essaye d'amener quelque chose de positif. Mais ouais. Et donc je continue sur le... Il y a comment on transmet, mais surtout, franchement, ça c'est le truc à valoriser, c'est l'identification au groupe. Vraiment, cette notion de... je sais plus, de dire on fait comme les autres, c'est fondamental. Et par rapport à ce que tu disais sur l'alimentation et tes participants, enfin tes adhérents qui viennent du Mali, etc., c'est super de valoriser en effet les cultures d'origine, les façons d'aborder l'alimentation, c'est fondamental, hein, c'est super important. Mais ça rentre en contradiction avec un élément qu'il ne faut vraiment pas perdre de vue, c'est que quand ils arrivent en Europe, ils ont envie de s'intégrer quand même. Quelque part, il y a, en tout cas via les enfants, via la publicité, la télévision, etc., il y a la volonté de s'intégrer. Et une façon de s'intégrer qui est pas terrible, mais c'est le marketing et c'est les aliments vantés par la télévision et que les enfants demandent. Et pour eux, c'est un acte d'intégration d'acheter du Monsieur Propre ou des Kinder Bueno, quoi. Ça marque, ça montre qu'ils ont les moyens et qu'ils peuvent et qu'ils achètent comme les gens, comme nous, quoi. Et c'est très difficile d'avoir affaire à ça. Tu vois ce que je veux dire ?
Il y a eu des études aux États-Unis Ouais. qui avaient été faites sur les populations, qui sont venues depuis X années aux États-Unis. Et en fait, on se rend bien compte qu'ils vont faire plus de cancers comme les Américains et moins de cancers de ce qu'ils auraient fait dans leur pays d'origine. Donc, c'est pas non plus que du perdant. Quand ils viennent et qu'ils prennent les habitudes françaises, il faut faire attention que, ils gagnent. C'est un risque, hein, oui. Il faut qu'on fasse attention sur quoi on joue parce qu'effectivement, ils gagnent sur beaucoup d'autres côtés, beaucoup d'autres aspects. Et donc, il faut vraiment jouer sur spécifiquement là où il y a quelque chose à faire. Je voulais juste dire par rapport à Émilie, en fait que vous êtes défini tout de suite comme acteur de terrain. Bon, ça c'est. Mais à un moment donné, vous avez parlé d'un programme de sensibilisation grand public et professionnel. Et moi, je trouve qu'il y a quand même un lieu extraordinaire pour faire de la prévention. C'est on passe énormément de temps au boulot. Ouais, mais on passe énormément de temps au boulot. Oui, on fait des ateliers dans les CE. Voilà. Alors, ça y est, ça a commencé. Voilà, donc je me rends compte, moi, là. En 2008. Ah non, pas en 2008. En 2008. Oui, ah bah oui, avec AXA, oui. WCF, je les ai fait rentrer chez AXA, la Défense, pour faire la télénesting. Exactement. Dans la Grande Tour. Alors là, cette année, c'était Air Inter, Air France, pardon. Mais vous adressez à toutes les couches de la population. Donc, et le discours est différent en fonction. Eh bien oui, voilà. Il faut s'adapter au public et il faut inciter le public à s'identifier à un groupe et que ce soit avec les publics sensibles. J'aimerais beaucoup qu'on laisse la parole à Bérangère. Oui, je voulais juste finir, François, c'est tout. Je voulais juste dire qu'effectivement, donc là, il y a une population à cibler puisqu'on parlait de groupe de population et que moi, j'animais au sein de la communauté urbaine de Bordeaux des ateliers un peu de ce type et dans le cadre des risques psychosociaux. Donc, on est très en demande en 2013. Mais simplement, il y a une méconnaissance des lieux et des... Là, par exemple, moi, je ne vous connaissais pas. Donc, effectivement, c'est important de pouvoir informer les collectivités, on va dire, de votre existence, puisque moi, je suis assez ouverte sur tout ce qui concerne la santé et la perception de la maladie, etc. Mais je ne vous connaissais pas. Donc, c'est pour ça que je me dis, cibler le professionnel, c'est très important. Oui. Voilà. De quoi? C'est pas bien, quoi? Non, mais ce que je veux dire, c'est que le professionnel est un peu oublié, c'est tout. Ah non. Nous, il est fondamental, on forme des sages-femmes. Non, mais je parle. Non, mais ça, c'est des groupes de population. Les sages-femmes, les infirmières. Enfin, les professionnels. Mais moi, je parle de collectivité, tout public confondu, toute catégorie socio-professionnelle confondue. C'est là que c'est intéressant. Ah bah oui. C'est là que c'est intéressant. Mais complètement d'accord. C'est ce qu'on fait. Je voulais revenir sur ce que disait Dan, qui parlait d'une consultation de prévention une fois par an chez le généraliste. Il y a un espace de prévention où on peut parler de prévention, c'est la consultation du gynécologue. Et je crois qu'il faudrait qu'on se mobilise pour que les gynécologues ne disparaissent pas. Et nous, on fait vraiment un travail de prévention à tous les niveaux. Et maintenant, ça va te faire plaisir, Jean-Marc, à la fin de chaque consultation, je leur demande qu'est-ce que vous faites comme sport. Parce que moi, je le pratique maintenant régulièrement depuis 3 ans. Et quand elles n'en font pas, je leur dis au moins vous achetez un vélo d'appartement. Et de vous caler devant la télé à bouffer des trucs, vous faites au moins du vélo d'appartement. C'est vraiment un espace très important et un moment très important pour les femmes que de se positionner devant quelqu'un qui peut leur parler de prévention primaire, secondaire et tertiaire. Et l'ouvrir aux sages-femmes. Oui, et ça c'est la force du professionnel de santé, c'est qu'il peut se permettre de donner cette injonction de cette façon-là. Faites du sport, faites ci, faites ça, parce qu'il a la légitimité à le faire. Voilà, pour juste une petite pub pour le livre que j'ai écrit avec le professeur Henri Joyeux. On a obtenu le prix de la prévention 2009 par l'association de prévention médicale du professeur Clorec. Ouais, rappelle le titre, Bérangère. Comment enrayer l'épidémie du cancer du sein et des récidives aux éditions François-Xavier Guibert.